Donc, dans ce chapitre, nous allons étudier la cinématique des fluides. Alors, commençons par des définitions. Donc, on considère un fluide comme un milieu continu. On avait déjà vu ce modèle précédemment. Donc, il considère que la matière présente une structure ininterrompue. Donc, tout dépend de l'échelle, en fait, puisque si on se place à l'échelle microscopique, ce n'est pas le cas. On a des molécules et entre on a du vide. Donc, il faut que le plus petit élément de volume à considérer soit suffisamment grand pour contenir un très grand nombre de molécules pour qu'on puisse faire cette approximation. Alors, on va revoir les trois échelles qu'on a déjà vues précédemment également. Donc, l'échelle microscopique est celle des molécules de l'ordre du nanomètre. L'échelle macroscopique est la nôtre. Donc, en mécanique des fluides, ce sera une taille caractéristique, ce sera la largeur du fleuve, le diamètre de la conduite, etc. Donc, de l'ordre du centimètre ou du mètre. Et l'échelle mésoscopique est une échelle intermédiaire, donc de l'ordre du micron, qui permet de déterminer, de définir ce qu'on va appeler les particules de fluide. Donc ce sont des choses fictives qui sont infiniment petites à notre échelle, mais qui contiennent un très grand nombre de molécules. Donc l'idée, c'est que si on se place à notre échelle, donc sur quelque chose de l'ordre du mètre par exemple, ou du centimètre, donc l'échelle macroscopique, on va pouvoir définir partout des points M, qui sont à notre échelle donc des points, et donc définir par exemple en ce point M la vitesse en M à l'instant T, on verra ça dans la suite. Donc si on fait un agrandissement de ce qui se passe autour du point M, en fait on arrive à l'échelle du micron, qui est l'échelle donc mésoscopique, l'échelle intermédiaire, où en fait le point M, finalement, c'est tout un petit volume qu'on a au niveau du point M, c'est un volume d'étau. Et si on passe à l'échelle microscopique, à l'intérieur de ce d'étau, on a des molécules partout. Et ces molécules ont chacune une vitesse. Donc la molécule 1 a une vitesse V1, la molécule 2 une vitesse V2, la molécule 3 une vitesse V3, etc. à l'instant T. Et donc l'idée ici, c'est que quand on va vouloir définir une grandeur à l'échelle macroscopique, par exemple le V au point M à l'instant T, ce sera donc une moyenne qu'on va faire, alors on ne fera pas en pratique, mais au niveau de la définition, une moyenne des vitesses, de toutes les vitesses VI des particules, des molécules qui sont à l'intérieur de la particule de fluide de volume d'étau au niveau du point M. Donc en moyenne sur la particule de fluide. Voilà, donc c'est comme ça qu'on définira toutes les grandeurs, vitesse, pression, etc. à l'échelle macroscopique à partir des moyennes sur des particules de fluide. Donc, on continue. Donc, les définitions d'un fluide, on considère que c'est un milieu matériel sans rigidité qui se déforme aisément. Il y a des définitions plus compliquées qu'on ne va pas retenir ici. Donc un volume donné de fluide n'a pas de forme propre et si on le met dans un récipient, il va prendre la forme du récipient qu'il contient. En gros, la différence entre gaz et liquide qu'on fera, c'est qu'un gaz est peu compressible, donc un gaz donné va occuper tout le volume disponible, tandis qu'un liquide faiblement compressible, pour un liquide faiblement compressible, on aura donc une quantité de liquide qui occupe un volume déterminé. Alors très souvent, ça on reverra plus tard, on considère un liquide comme incompressible et un gaz moins facilement. Donc au niveau de l'hypothèse incompressible, ça dépendra de la vitesse des particules de fluide devant la vitesse du son, on en parlera plus tard. Donc, suite, on va s'intéresser maintenant au champ des vitesses et donc comment exprimer, puisqu'on est dans le chapitre cinématique, comment exprimer la vitesse dans un fluide. Alors, on a deux descriptions possibles. La première qui est plus habituelle par rapport à ce que vous avez l'habitude de faire en sup par exemple, avec le point matériel ou un solide, et une méthode un peu plus adaptée qu'on va voir juste après. Donc, on se place dans un référentiel R, on étudie le mouvement d'un fluide. Donc, première méthode, c'est ce qu'on appelle méthode lagrangienne. On considère en fait à l'instant T0, on découpe le fluide en particules de fluide élémentaire, évidemment il y en a une infinité. Et après, on prend une particule et on la suit au cours de son mouvement. Donc, notion de trajectoire, d'essayer de voir le mouvement de la particule de fluide
Donc c'est la notion que vous aviez pour un point matériel par exemple. Les coordonnées de la particule vont dépendre du temps. En cartésienne, ça fait x de t, y de t, z de t. Alors, dans cette méthode, l'intérêt de cette méthode, c'est qu'on étudie un système fermé, une particule de fluide qui se déplace après en étudiant son mouvement. C'est un système fermé, donc on peut lui appliquer les principes de la mécanique, VFD, etc. Le problème au niveau d'un fluide, c'est que ce n'est pas du tout pratique parce qu'on a une infinité de particules de fluide dont il faudrait étudier la trajectoire et le mouvement. Et d'autre part, on a du mal à utiliser les conditions aux limites dans les fluides avec ce modèle-là, puisque par exemple on sait que la pression sur une surface donnée va être une constante ou la vitesse va être nulle à un endroit précis, quel que soit le temps. Et le problème c'est que ça on ne sait pas l'exprimer en fonction des particules, puisqu'on ne sait pas à quel instant est telle ou telle particule à tel ou tel endroit. C'est un petit peu compliqué à utiliser. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va définir une autre méthode qui est la méthode eulérienne. Donc l'idée c'est la suivante, c'est qu'à chaque instant, on va découper effectivement le fluide en particules de fluide et à chaque instant on recommence. Donc on va définir maintenant ce qu'on appelle des champs, une notion que vous connaissez. Donc par exemple le champ des vitesses qui sera défini en m à l'instant t. Donc on va se placer par rapport à l'observateur et l'hélicoréférentiel R. Les variables de position et de temps sont indépendantes comme dans tous les champs. Donc la pression aussi, bien sûr, on aura P de M et de T, etc. Alors il est évident que du coup, le lien entre les deux modèles, c'est que la vitesse au point M à l'instant T, je prends un point M ici, exprimer la vitesse en M à T, c'est en fait la vitesse de la particule qui se balade et qui arrive juste en M à l'instant T. Donc c'est le lien entre les deux modèles. Pour l'observateur qui est au niveau du point M et qui ne bouge pas dans la méthode eulérienne, il ne voit jamais la même particule de fluide au cours du temps, puisque celle qui vient de passer, elle est partie, il y en a une suivante qui arrive, etc. Et comme lui, il reste au niveau du point M, au cours du temps, il voit des particules de fluide différentes. Donc ça, c'est une notion fondamentale au niveau de la méthode eulérienne, position étant indépendante, et on se place en un point donné et on regarde ce qui se passe au cours du temps. Et ça, évidemment, on peut le faire en tous les points possibles. Donc ça nous donne un champ des vitesses V de M et de T. Alors, on va définir la ligne de courant. Quand on a un champ, on peut définir des lignes de champ. Alors, on va s'intéresser donc aux lignes de champ du champ des vitesses. C'est ce qu'on appelle la ligne de courant. Donc, c'est une courbe qui est définie comme étant une courbe tangente en tout point. Si je prends un point M ici, elle est tangente ici au vecteur V de M et de T. Si je prends un point M' ici, la vitesse est tangente, la vitesse de M' et de T est tangente à la courbe. Donc ça, ce sera une ligne de courant. Donc évidemment, si on a un point où deux lignes différentes de courant se coupent, comme le vecteur vitesse ne peut pas être suivant en ce point-là, suivant les deux directions, évidemment ça voudra dire qu'ici, on a un point où la vitesse vaut 0. Donc pour obtenir ces lignes de courant, il suffirait d'écrire que V de M et de T est parallèle au vecteur dl tangent à la ligne de champ. C'est-à-dire, on peut l'écrire aussi V vectoriel dl égale 0. Au niveau du calcul, le calcul n'est plus au programme. Vous avez deux cas différents. Les cas simples où le champ des vitesses s'exprime simplement et on peut déterminer sans calcul la forme des lignes de champ, on va voir ça après. Et le cas où on ne peut pas faire sans calcul, déterminer les courbes correspondant aux lignes de courant. Et dans ce cas-là, on le fait numériquement. Donc, on va voir quelques exemples ici. Alors, premier exemple, on prend un champ des vitesses qui s'écrit V0uz, indépendant de M et de T. Donc, cas très simple. On voit que le champ des vitesses est parallèle à uz. Donc, évidemment, si on veut avoir une ligne qui est tangente en tout point au vecteur V, il suffit que cette ligne elle soit parallèle à l'axe uz. Donc, les lignes de champ sont orientées, on les oriente dans le sens du champ. Donc, deuxième cas, si je prends V de M et de T, donc il s'écrit V0 cos alpha UX plus V0 sinus alpha UY. Alors là, en fait, on voit que ça peut se réécrire un vecteur V0 qui, effectivement, de nouveau est indépendant de M et de T.
Et si on regarde la direction de ce champ V0, on voit qu'il fait un angle alpha avec l'horizontale. Donc en fait, les lignes de champ vont être des droites qui sont toutes parallèles à cette direction-là. Donc voilà les lignes de champ. Alors, cas qui ressemble mais qui est un petit peu plus complexe, puisque je vais maintenant écrire V de m et de t sous la forme V0 cosinus oméga t ux plus V0 sinus oméga t uy. Donc c'est le même cas que précédemment, mais avec un alpha qui dépend de t. Donc c'est quelque chose qui est encore indépendant de m, donc uniforme, mais qui n'est pas indépendant de t. Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qui va se passer? Évidemment, ça va dépendre de l'instant, c'est-à-dire que si je me place à l'instant t1, je vais avoir mon vecteur v0, mon vecteur v qui va être parallèle, qui va faire l'angle oméga t1 avec l'horizontale. Donc, en fait, les lignes de champ vont être toutes parallèles entre elles et avec un angle ici qui est oméga t1. Donc, si je regarde à un instant t2 ultérieur, je refais le schéma, je vais avoir oméga t2 qui n'aura plus la même valeur. Donc, les lignes de champ sont toujours des droites parallèles entre elles, mais qui font un angle plus grand avec l'horizontale. Donc, une ligne de champ, bien sûr, un tracé de ligne de champ peut être dépendant du temps, si le vecteur v dépend du temps. Donc, quand t varie, les lignes de champ varient. Alors, dernier exemple, on va se placer en cylindrique. Et je vais prendre un V de M et de T qui s'écrit C sur R Uθ en cylindrique. Donc, ici, il est indépendant de nouveau de T, mais il dépend du point M. Donc, si je fais un dessin, en mettant mon axe Z vers moi, je vois que je vais avoir ici, si je regarde le champ V en ce point-là, il est suivant Uθ, donc suivant cette direction-là. Le champ en ce point-là, il est suivant cette direction-là, etc. Donc, je vois que je vais avoir, en fait, si je veux avoir en tout point une ligne qui est tangente au vecteur vitesse, ma ligne de champ, ça va être finalement un cercle, donc orienté dans le sens de Uθ. Donc, toutes les lignes de champ, ce seront des cercles qui entourent l'axe OZ. Alors, on va passer à ce qu'on appelle la notion de tube de courant. Donc un tube de courant, c'est une surface constituée de lignes de courant qui s'appuie sur une courbe C fermée. Donc je prends une courbe C, je prends les lignes de champ qui s'appuient sur cette courbe, et donc ça me définit une surface latérale qui est justement ce tube de courant. Donc en tout point évidemment de la surface latérale, ce sont des lignes de champ, le vecteur V est tangente au tube. Donc on va s'intéresser maintenant au tracé des lignes de champ. Alors, plusieurs possibilités. Donc là, je vous montre des courbes, des photos réelles d'écoulement. Donc pour obtenir ce genre de photo, on peut par exemple introduire dans le fluide des particules d'aluminium qui brillent un petit peu ou des particules colorées. Et on prend une photo avec un temps de pause très court, puisque dans ce cas-là, vous avez une petite particule qui va une petite particule colorée qui est sur une petite particule de fluide, qui va pendant le temps dt se déplacer avec sur une distance dl qui vaut v dt, v de m et de t dt, donc qui va parcourir une toute petite longueur, mais dans le sens du vecteur v, dans le sens à la direction du vecteur v. Donc si on met beaucoup de particules, on peut reconstruire en tout point les lignes de courant. Donc vous avez deux exemples ici. On peut également, et c'est très utilisé, faire des simulations numériques. Donc, je vous ai mis des exemples ici, où on obtient, donc on peut obtenir la forme des lignes de courant, on peut obtenir, donc en mettant des couleurs, ça permet de tenir compte de la norme, en fonction des degrés de couleur, pour avoir une norme des vitesses grandes ou des vitesses petites.